de télévision. J'espère que vous êtes toujours en forme, de bonne humeur. Et si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour depuis Montréal. C'est avec un grand plaisir qu'on est là pour vous informer sur les réalités en fait de la diaspora africaine, ici même en Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important. Nous parlons quand même ici de la violence armée, de la violence tout court. Et nous recevons un grand monsieur qui serait là pour nous parler justement, pour nous donner un peu plus d'informations justement, parce qu'il existe réellement des possibilités d'aide. On parle ici de la ligne renfort et nous recevons monsieur Pearson Vaval. Bonjour. Merci sincèrement de votre présence à l'émission. C'est un plaisir. D'abord, comment ça va? Ça va bien, vous? Toujours bien en forme. Ça tombe bien parce que la semaine dernière, nous avons abordé comme par hasard le même sujet et nous sommes heureux parce qu'on voit qu'il y a eu réaction rapidement quelque part. En fait, voici en synthèse, avant de vous laisser aller plus loin, par rapport en fait au thème, au sujet même que nous avons abordé la semaine dernière, en fait un questionnement en fait ici. Un jeune rappeur d'origine congolaise qui assassine froidement son père et son frère dans la ville de Toronto. Oui. Une histoire qui date de plus de 3 semaines ou peut-être 2 semaines. Ça se passe ici même. La mère, toujours en vie à ce jour, aurait reçu 4 balles. Comment est-ce possible? Et lorsqu'on quitte l'Afrique, dans l'espoir d'une vie meilleure, puisqu'on vient quand même des groupes ethniques et des groupes ciblés, noirs comme tels. Le jeune rappeur donc congolais star dans son quartier donc à Toronto, après avoir froidement abattu son père, aurait, selon les rumeurs des réseaux sociaux, tiré 4 balles en direction de sa mère, toujours en vie, et poursuivi son frère dans la rue, dans le but avoué de l'assassiner devant des témoins ulcérés. Il a posé le geste fatal devant tous les passants, horrifiés tel un film d'horreur. Pire, il tire également sur la police, présente sur les lieux du crime donc à Toronto. En fait, je m'arrête ici. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous avoir avec nous parce qu'on aimerait avoir un peu plus de précision. Les commentaires, comme vous le savez, il y a ciblage. Ce que certains n'aiment pas. On ne veut pas associer tout le monde. Il y a ciblage, on parle des artistes, on parle des couleurs ou autres. Votre organisme existe depuis 2023. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là avant de créer une organisation qui vient en aide justement dans ce type de situation? Alors, le CPRMV existe depuis 2015. Le programme de la Ligue Renfort et l'axe violence armée existe depuis 2023. Alors, le CPRMV a décidé de s'attaquer à cet enjeu-là parce qu'il voyait, était conscient que c'était un enjeu qui suscitait les inquiétudes de la population, des élus et de l'ensemble de la collectivité. Il y avait, ou il existait déjà des questionnements par rapport au soutien à apporter aux parents et aux familles qui sont aux prises ou qui sont préoccupés par ce genre d'événement. Quelle famille? Alors, souvent, quand on fait face à des épisodes de violence qui touchent des jeunes qui sont issus de la diversité ou touchent des jeunes qui évoluent dans un milieu plus vulnérable, on agit directement auprès de ces jeunes-là. Soit on passe par des écoles ou des organisations communautaires, mais il y avait un questionnement à savoir qu'est-ce qui devrait être fait ou qu'est-ce qui pouvait être fait pour soutenir les parents qui ont finalement la première des responsabilités d'accompagner ces jeunes-là dans leur cheminement. Comment qu'on peut s'assurer qu'ils aient les outils nécessaires pour faire face à une problématique aussi complexe. D'accord. Avant d'aller plus loin, je vais vous ramener un petit peu même au concept initial de notre émission afin de permettre au grand public d'abord de très bien vous situer, de situer l'organisme même, la ligne renfort, et d'aborder un peu plus profondément cette question. Qui êtes-vous? Alors moi, je suis Pearson Vaval, directeur de la prévention de la violence armée au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, le CPRMV. Qui est relié à quel organisme? Le CPRMV est un organisme communautaire qui offre des services, qui offre des programmes aux municipalités, aux acteurs de la société, que ce soit au niveau des institutions
qui veulent travailler différentes problématiques. Alors, il y a 3 problématiques qui étaient initialement abordées ou axes. Prévention de la radicalisation depuis 2015 et prévention des actes et des crimes haineux qui étaient d'autres axes qui sont venus par la suite. Êtes-vous relié avec la police ou en fait les forces policières quelconques? Le service de police ou les services d'intervention municipaux sont des partenaires du CPRMV, mais dans un cadre très, très précis. Alors, on reçoit des ressources ou du financement pour être capable de mettre en place certaines stratégies. Les services de police sont sollicités de notre part pour avoir un portrait constant de l'évolution des problématiques. Et les institutions nous réfèrent souvent, habituellement, des clients ou des citoyens qui nécessitent un accompagnement pour favoriser leur intégration positive dans la société. Comment un jeune qui a des problèmes sérieux, graves, ou encore les membres de la famille qui sont au courant et qui vivent quotidiennement justement les conséquences du comportement ou des problèmes graves de leur fils, comment est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance et vous aborder avec aisance sans nécessairement avoir une crainte quelconque que vous êtes relié avec la police ou que vous allez les apporter en fait d'autres problèmes? La seule façon, c'est qu'il faut qu'ils soient emmenés à nous rencontrer et nous voir dans des émissions comme celle-ci ou présents dans la communauté. Les communautés noires sont victimes dans le monde entier, mais surtout en Occident, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, de plusieurs stigmas. Ils sont victimes de profilage racial, de racisme systémique, alors toutes sortes de formes de discrimination qui rend difficile pour ces communautés de faire confiance à des actions qui sont du domaine formel. Justement, est-ce que ces commentaires, je pèse bien mes mots, est-ce que ces commentaires sont justifiés ou non? Ou est-ce qu'on parle ici de déformer tout simplement une certaine réalité au profit d'un pouvoir quelconque? On parle de quels commentaires? Des commentaires négatifs. Ah oui. Il faut bien comprendre que comme minorité, les communautés noires dans le monde sont font les frais d'une espèce de préjugé qui identifie l'homme noir ou l'individu noir comme dangereux. Pourquoi? Dangereux pour la société blanche. Oui. Alors, c'est quelque chose c'est une idéologie qui a été construite dans l'optique des démarches colonialisme de l'Occident en Afrique et qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui pour légitimer cette distance ou cette différence ou cette catégorisation de l'homme noir ou l'individu noir comme quelqu'un ou un individu ou un groupe qui peut remettre en question l'ordre des choses dans le système, donc être dangereux. Alors, il faut bien comprendre que ces idéologies-là, explicites ou implicites, ont un impact dans l'imaginaire et le psychologique de nos enfants. Nos enfants noirs doutent de leur pertinence dans la société occidentale blanche. Pourquoi? Comment l'expliquez-vous? Alors, pour quelle raison? D'abord, est-ce que c'est normal? Parce que ils ne croient qu'ils ont leur place uniquement s'ils sont exceptionnels comme individus. Donc, je dois être meilleur à l'école, je dois être meilleur dans tout, je dois être meilleur aux yeux de mes parents, je dois être meilleur aux yeux de la société et je dois essayer de me démarquer de mes pairs, mes jeunes noirs. Alors, c'est comme si nos enfants sont comme dans un bocal enfermés et où tout le monde est en train de se noyer et tout le monde essaye de s'agripper l'un à l'autre pour essayer de rester la tête hors de l'eau. Il faut bien comprendre que nous, comme communauté noire, on a un travail à faire de valoriser nos enfants, indépendamment de leurs habiletés, indépendamment de leurs talents,
ils ont leur place et ils sont pertinents dans notre société parce que c'est nos enfants. D'accord. Il y a des parents qui sont là, qui vous suivent de près. Il y a des parents, des grands-parents, nous sommes nombreux qui vous suivons. C'est-à-dire que, à vous entendre, nous avons tous tout de même, et vous le savez comme moi, une certaine culture. Oui. Qu'on soit haïtien, jamaïcain, africain ou autre, nous avons une culture où nos parents nous éduquent depuis notre bas âge. Et même si nous voyageons, nous essayons de transmettre ce que nos parents nous ont transmis à nos enfants. Tout parent noir ou autre, je pense, s'occupe, adore leurs enfants. Les mamans sont des mamans vraiment, quand on dit maman, c'est maman. Elles s'occupent réellement. Mais la réalité, la vie quotidienne, l'organisation même, le niveau social et tous les autres problèmes comme tels font en sorte qu'on cible quelque part les parents. Alors ma question ici, est-ce que selon vous, vous croyez sincèrement que ces parents-là ne s'occupent pas vraiment de leurs enfants, ne parlent pas à leurs enfants, n'éduquent pas leurs enfants? C'est pas ça le problème. C'est ça que la société, des fois, essaye de renvoyer à la communauté noire. La réalité, c'est que nos enfants, ce qu'ils ont besoin de nous, c'est qu'on manifeste cet amour de façon inconditionnelle. Tu vas m'aimer même si je n'ai pas des bonnes notes à l'école. Tu vas m'aimer même si je vais en prison. Tu vas m'aimer même si les choses que je fais ne font pas honneur, peut-être à ma famille. Les jeunes ont besoin de cet amour inconditionnel de la communauté pour croire en leur chance. Nos enfants sont issus d'une communauté qui a été traumatisée par le racisme, par la discrimination, par des iniquités qui ont duré des centaines d'années. Mais on a toujours nié le racisme. Alors, on a toujours refuté le racisme. Alors, il est temps d'arrêter de refuter. Il est temps de le considérer parce qu'il est en train de faire des dommages à nos enfants, dommages à notre postérité. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils nous disent quand ils utilisent la violence, quand ils s'agressent l'un l'autre? C'est une guerre fratricide. Ils cherchent dans la violence une réponse à une douleur qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Est-ce que qui leur dit, tu es noir, tu n'as pas ta place dans cette société et regarde, tu n'arrives pas à réussir, tu es une honte. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait le jeune? Il se referme et joue le rôle du méchant. Il prend le personnage du méchant. Ça, il y a des enjeux en lien avec la santé mentale. Mais la quantité de nos jeunes qui sont touchés par ces problématiques-là est anormale et interpelle, oui, les communautés noires, mais l'ensemble de la société québécoise qui a un rôle à jouer dans cette situation. Il faut de redonner confiance en ces jeunes-là qu'ils peuvent retrouver leur dignité. Ils n'ont pas besoin de la violence. Ils n'ont pas besoin de s'imposer comme ennemis pour sentir qu'ils jouent un rôle dans notre société. Ces jeunes-là sont des jeunes qui ont du talent, qui ont des capacités, mais malheureusement, le seul endroit où on les accueille à bras ouverts, malheureusement, c'est dans la marginalité. Maintenant, il va falloir qu'on ouvre nos bras, qu'on accueille nos jeunes pour leur dire que dans la société, vous avez le droit, mes petits jeunes, issus des communautés noires, afro-descendants, d'être un jeune homme normal et régulier. Un jeune blanc, quand il commet des actes violents, négatifs, dangereux pour la société, de quoi qu'on parle? On parle de santé mentale. Pourquoi qu'on ne parle pas de ça quand c'est nos jeunes? Quand il commet des actes dangereux, ce jeune blanc-là, on dit qu'il a besoin d'aide. Nos jeunes n'ont pas besoin d'aide. Ils ont autant besoin d'aide que les jeunes qui sont issus de n'importe quelle communauté. Et c'est le temps que notre communauté afro-descendante, demande et revendique l'aide qui est nécessaire pour accompagner ces jeunes-là. Si ces situations-là se présentaient de façon majeure, c'est des jeunes
issus de d'autres communautés, croyez-moi que la société en général réinvestirait, se re-questionnerait sur sa façon de faire les choses en éducation, en développement social, en économie, pour s'assurer d'arrêter de perdre des jeunes dans cette situation. Il y a de nombreux parents africains qui vous suivent ce soir, moi-même le premier. On se dit, mais écoutez, lorsqu'on vient dans un pays organisé, un pays développé, on vient en Amérique du Nord, ce sont des projets quand même assez sérieux. On emmène avec soi une famille et je pense toute la famille, on a un projet global de famille. Que ce soit africain, que ce soit iranien, français ou autre, une personne, une famille qui déménage, qui émigre ailleurs, c'est quand même une très grande décision. Oui. Comme je l'ai dit, vous lâchez tout, toute votre vie, tout. Vous allez ailleurs pour recommencer. Il me semble sincèrement, vous partez avec l'idée de la réussite. Parce que ça n'a pas marché, parce que ça a échoué. Vous arrivez, vous débarquez, vous trouvez des êtres humains qui sont différents de vous, certes, par leur manière d'être, par leur culture, mais qui sont quand même des êtres humains. Il y a une vie qui se passe là. Au lieu de réaliser ce rêve, enfant, jeune, vous déviez. C'est une déviation quelconque. Alors, il est tout de même difficile de pointer, de cibler le parent qui, comme par enchantement, a perdu le sens de l'amour en direction de ses enfants. L'aimer, les aimer. Mais les aimer comment? En Afrique, d'où moi je viens, on dirait, mais ce sont des enfants gâtés. Parce que chez nous, eh bien, on vous serre la vis, hein, on vous serre la vis carrément. Et résultat, on a vu, pourtant ils sont pauvres, on a sorti des ingénieurs, des avocats, des avocates. Même si on parle des conditions des femmes, il y a des femmes qui réussissent très très bien aujourd'hui et qui sont africaines. Alors on se dit, mais on vient ici dans un pays où on est censé réussir. Pourquoi ça? Pourquoi nous retrouver avec ce qu'on appelle des bâtons? J'ouvre la parenthèse. Je regarde la communauté juive. Je regarde d'autres communautés aussi, où les parents, où il y a une organisation, c'est pas seulement dire les parents, mais il y a toute une organisation où les enfants sont suivis avec le but de réussir quand même. Alors pourquoi nous? Pourquoi toujours se référer avec notre histoire, avec l'esclavagisme, avec, comment dirais-je, ce qu'on a connu? Le jeune qui naît ici n'a pas connu tout ça. Il n'a rien à cirer de tout ça. Lui, il vit ici, il est fier d'être ce qu'il est. Mais on a un sérieux problème. Alors voici. Il va falloir, comme nous, communauté afrodescendante, qu'on soit beaucoup plus engagés dans notre société, qu'on joue notre rôle, qu'on soit présent dans les conseils d'établissement, qu'on soit actif au niveau communautaire, pas seulement dans son église. Son église, c'est très bon, mais il faut être dans les sphères où ce qu'on retrouve les autres membres de notre société, dans notre collectivité. Prévu que nous sommes absents. Oui, très absents. Ah oui? Alors, pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça donne? On peut donner des exemples types. Dans mon histoire d'engagement, à un moment donné, je me suis rendu... engagement communautaire. Je me suis rendu compte que l'engagement des membres de notre communauté, par exemple, dans les conseils d'établissement des écoles, est très faible et très déficient. Qu'est-ce que ça donne? Avez-vous essayé de comprendre? Oui. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on est absent? Oui. Premièrement, parce qu'on ne sait pas pourquoi qu'on devrait être là. On n'est pas éduqué par rapport à ça. À ce point? Oui. On ne voit pas l'impact qu'on pourrait apporter. Et deuxièmement, on est obnubilé par le rêve américain ou le rêve québécois qui nous donne des mensonges. Comme? De penser que parce qu'on est dans la classe moyenne, qu'on va se sentir mieux, que nos enfants vont se sentir mieux, que d'avoir tel type de voiture, d'avoir telle maison, que tu vas te sentir mieux dans la société québécoise qu'on est capitaliste. Qui a de l'air d'être capitaliste. Tu ne vas pas te sentir mieux et c'est ça qui est en train de se passer à nos enfants. C'est qu'on s'occupe, nous, de cette course-là plus que d'eux. Et quand je dis d'eux, c'est pas de mettre la nourriture sur la table, de s'occuper de qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. À quoi ils rêvent, à quoi ils aspirent,
Qu'est-ce qu'ils veulent être, eux, dans la vie? Échanger avec eux. Échanger avec eux. Prendre le temps de les accompagner dans leur développement dans cette nouvelle société Sans que les juger. nous avons adoptée. Si on fait cet exercice de les accompagner et de prendre le temps de les connaître, de savoir quels sont leurs intérêts, ben c'est sûr que le jeune ne va pas sentir le désir d'aller trouver cette réponse-là ou cette attention-là à l'extérieur du foyer. Il va avoir confiance en ses parents parce qu'il va voir que ses parents, ils n'ont pas besoin d'être compétents. Les enfants n'ont pas besoin qu'on soit des professionnels. Ils ont besoin de quoi chez nous? De notre amour et de notre maturité pour les aider à prendre des bonnes décisions avec leurs amis, des bonnes décisions avec leurs avenirs, les bonnes décisions avec des problématiques personnelles qu'ils vivent. Là, présentement, on vit des situations où ce que nous, comme adultes, parents, on est étonnés. Je ne savais pas que mon enfant avait une arme. Je ne savais pas que mon enfant vivait des conflits comme ça avec d'autres qui engendrent le fait que soit il est impliqué dans des activités violentes ou il est victime d'activités violentes. Pourquoi mon enfant ne me parle pas de ça? Nous avons vécu des situations où ce que des enfants sont morts parce qu'ils ne voulaient pas appeler à l'aide à leurs parents parce qu'ils avaient honte. Ils avaient honte d'avoir échoué. Exact. Ou d'être perçus, si on connaît leur activité, d'être perçus de façon négative par les gens de leur communauté. Il va falloir qu'on ouvre nos yeux. Il va falloir qu'on ouvre la porte. Et c'est sûr qu'à la ligne renfort, on essaye de conseiller les parents pour qu'ils prennent des bonnes décisions, pour qu'ils développent des bonnes pratiques avec leur enfant, pour qu'ils accompagnent leur enfant de façon positive, pour que les enfants ne se sentent pas être démunis et être seuls face aux problématiques. Depuis la création de cet organisme, avez-vous senti des changements positifs? Là, oui, pour les gens qui l'utilisent, pour les gens qui font l'exercice d'aller chercher de l'aide. Mais même ça, ça prend du courage. Et moi, je dirais à vos téléspectateurs, vous n'êtes pas seuls. Dans les sociétés comme qu'on vit occidentales, si vous ne revendiquez pas parce que vous avez honte, si vous ne sollicitez pas de l'aide, c'est comme si vous n'existez pas et vos problèmes n'existent pas. Très important de vous exprimer sur quels sont vos besoins, quels sont vos enjeux, où vous avez besoin de l'aide pour que l'aide vienne. Avec la ligne renfort, il y a une ligne de téléphone, un appel téléphonique, un clic par courriel, où ce que vous allez voir des spécialistes, des anthropologues, des travailleurs sociaux, des criminologues, des gens qui sont ferrés en médiation, qui vont être capables de vous accompagner pour que vous soyez en mesure de développer des approches ou des pratiques qui vont avoir un impact positif sur vos enfants qui vivent le mot de la fin, comment convaincre les parents qui ont honte, qui connaissent la situation, qui la vivent depuis des années, leur réputation et tout, ils ne veulent pas que d'autres le sachent, ils ont honte, ils sont gênés, très mal à l'aise. Okay. Comment les convaincre de vous contacter? OK. Il ne faut pas accepter le poids de l'opprobre, des difficultés que vive votre famille tout seul. Les difficultés qu'on vit en tant qu'afro-descendants sont le résultat de discrimination et de pratiques millénaires, centenaires. Alors c'est normal qu'on a de la difficulté. C'est normal que vos enfants ont besoin de plus que l'autre. C'est normal que vos enfants ont besoin de plus d'aide que l'autre pour réussir. Et pour ça, il faut passer la dynamique de la honte, passer par-dessus la dynamique aussi de la colère envers votre enfant. Parce que vous avez tout fait, vous êtes sorti d'un pays qui n'avait pas d'avenir, vous avez tout sacrifié pour qu'il puisse avoir des opportunités là où ce qu'il est. Mais il faut comprendre que votre parcours n'est pas le parcours de votre enfant.
Son unité, ses références ne sont pas les mêmes que les vôtres. Lui, il va se comparer au jeune qui est à côté de lui à l'école. Si lui, il a ça, pourquoi moi, je ne l'ai pas? Pourquoi dans la télévision ou ailleurs où j'entends le Premier ministre parler d'immigration de façon négative, ça a un impact sur cet enfant qui va avoir besoin davantage d'être valorisé, davantage d'être accompagné que l'autre qui ne vit pas ces défis-là pour être capable de sentir qu'il est pertinent dans cette société. S'il ne sent pas cette pertinence, il va s'installer dans la marginalité et faire sa place dans la marginalité. Bien, je dois vous remercier sincèrement pour, comme vous l'avez dit, on a jasé. On jase. Pour vous contacter, on peut vous joindre, vous avez un site, Oui, vous avez oui. Alors, coordonnées. 653-6363, ça, c'est le numéro de la ligne renfort. Vous pouvez aussi aller sur le site renfort.com. .org, je crois, c'est ça. Et vous allez avoir de l'information sur le service et le CPRMV. Alors, il y a toute une équipe qui vous attend. Comme je vous dis, c'est à un coup de téléphone, vous allez avoir de l'aide. Et surtout, ces gens-là vont vous référer dans votre communauté, dans votre quartier, à une panoplie d'acteurs de services.